Bonjour à tous et bienvenue. Il m'a été demandé lors d'un commentaire que je présente le livre parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, donc voici La discipline positive de Jan Nelsen. C'est un livre assez dense et qui, à mon avis, est une base intéressante pour ceux qui débutent, ceux qui n'ont pas encore d'assurance, et même pour les éducateurs, les parents, pour s'accompagner, enfin pour faire le travail déjà soi-même sur une meilleure éducation, une plus grande bienveillance avec son enfant, avec ses élèves, à travers la discipline positive. Donc je vais parler aujourd'hui des principes adlériens de la discipline positive qui fondent la discipline positive. Adler, c'était un psychiatre, qui a beaucoup œuvré dans la psychologie individuelle et la psychologie sociale. Pour lui donc, je vais vous relire le véritable apprentissage adlérien vient de l'intérieur. Donc on est vraiment connecté à soi et connecté à l'enfant. Il se fonde sur l'encouragement, l'amour inconditionnel, la coopération qui implique et facilite l'acquisition des compétences de vie. Donc plus loin que l'éducation de l'enfant, plus loin que l'éducation à l'école, ces principes-là vont couvrir tous les besoins que l'on peut avoir dans la vie pour devenir de meilleures personnes, face aux apprentissages divers et variés qu'on peut faire tout au long de sa vie en rapport avec d'autres personnes. Donc il y a plusieurs principes adlériens. Donc, le premier, les enfants sont des êtres sociaux. C'est une base. Effectivement, ils ressentent des émotions, ils ont des besoins, ils ont des comportements. Ce sont des êtres sociaux qui vivent en société, dans la famille, à l'école, dans les différentes activités extrascolaires, sociales qu'on peut avoir. Deuxième principe, le comportement est tendu vers un but. C'est-à-dire que les enfants n'agissent pas comme ça par, entre guillemets, une opération qu'on ne comprendrait pas. Ils répondent à un désir profond d'appartenir à une communauté, que ce soit la famille, que ce soit la cellule familiale, les grands-parents, les cousins-cousines, que ce soit l'école, que ce soit le club de tennis, le club de piscine, etc. Tous les groupes dans lesquels l'enfant va évoluer, il a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Dès qu'il est rejeté, il se sent mal, son instinct de survie est un petit peu mis en danger, et là vont commencer des comportements qui vont un petit peu aller à l'encontre de son bien-être. Il a donc, pour appartenir, besoin d'avoir des conduites appropriées. S'il a des conduites inappropriées, c'est tout simplement parce que les perceptions qu'il a sont bonnes, il perçoit effectivement bien, mais qu'il va mal interpréter. Et de ces mauvaises interprétations qu'il va avoir, eh bien, il va agir entre guillemets de travers, il va mal fonctionner et finalement ne va pas être compris par les autres. Et ça va engendrer un effet boule de neige sur les comportements qu'il pourra avoir, les comportements qu'il va susciter chez les autres. Troisième comportement, le besoin essentiel de l'être humain est d'appartenir et d'avoir de l'importance. Donc avoir une bonne estime de soi. Et pour cela, il faut avoir une place et apporter une contribution unique au groupe, à la communauté. Donc on le voit chez les enfants, souvent ils sont très fiers quand ils ont pu contribuer, mettre le couvert quand c'est en famille, pu faire leur lacet, quand ils ont pu faire quelque chose qui leur a donné de l'importance. Ah, j'ai réussi à dépasser mes propres limites. Pour le bébé, on le voit quand il commence à marcher, on voit son visage qui s'illumine, les parents même sont fiers, ils lui montrent d'ailleurs à travers leurs comportements verbaux et non verbaux toute la fierté, toute l'estime qu'ils ont pour lui. Le quatrième principe, c'est qu'un enfant qui se comporte mal est un enfant qui est découragé. Il a mal compris ce qui se passe, il a mal interprété, donc il va avoir un comportement qui ne va pas être adapté à la situation dans laquelle il est. Et ce qui est important pour l'adulte, pour la personne qui est en face d'un enfant qui se comporte mal, qui va être violent, qui va parler fort, qui va, quand j'ai dit fort, qui va parler plus fort que ce qu'on a habituellement, qui va être un petit peu violent ou carrément violent, c'est qu'il est important de se demander mais qu'est-ce qu'il essaye de dire ? Qu'est-ce qu'il essaye de me faire comprendre ? Qu'est-ce que je dois voir à travers ce comportement ?
c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours le recul. C'est pour ça que le temps de pause parfois est important. Le temps de pause dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 2. Un enfant, quand on agit dans la précipitation, quand on agit dans la soudaineté, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est difficile parce que on va agir sous le coup de feu et on ne va pas prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Je vais aborder maintenant le 5e principe. Il faut essayer d'enseigner la responsabilité sociale, c'est-à-dire l'autonomie de l'enfant. Il ne faut pas faire à la place de l'enfant. Il faut prendre le temps, lui enseigner les différentes étapes, petit pas par petit pas. Tu as réussi aujourd'hui à faire tes lacets. Demain, tu mettras tes chaussures tout seul, tu feras tes lacets et tu descendras l'escalier tout seul si tu en âge de le faire et tu iras toi-même à la voiture sans que j'ai besoin de te le demander. Tu vas préparer ton cartable. De quoi as-tu besoin pour préparer ton cartable? Tu vas regarder ton cahier et tu vas me lire quel est l'emploi du temps de demain. Tu vas mettre tel et tel livre, petit pas par petit pas. Aujourd'hui, tu as été capable de préparer ton cartable. Tu vas pouvoir aller l'installer dans la voiture avant qu'on parte, comme ça il sera déjà prêt. Tu vas pouvoir préparer autre chose, le petit déjeuner pour ton frère, pour ton petit frère. Tu vas pouvoir essayer de trouver des petites étapes qui vont faciliter la vie de tout le monde et où il pourra voir qu'il contribue, que l'enfant contribue lui-même au fonctionnement de la famille, au fonctionnement de sa classe, au fonctionnement de son groupe. Il contribue, il a de l'importance, son estime de lui va être augmentée. Tout le monde va s'y retrouver. Il est important aussi d'instaurer un principe d'égalité, qui est le fondement même de la coopération. Tout le monde est au même pied d'égalité dans le groupe. Tout le monde a la possibilité d'œuvrer et de contribuer, de coopérer dans le groupe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, j'aborderai les 4 principes pour gagner la coopération des enfants. Donc je crois que c'est à la page 65, je vérifie pour vous.